Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. J'aime travailler seule, je m'en cache pas. Je suis traductrice indépendante et je fais ce balado sur l'histoire du Québec entièrement par moi-même. Alors oui, j'aime faire les choses à ma manière. Sauf que pour créer ce balado, je réalise que je travaille pas vraiment seule. Je reçois de l'aide et du soutien de gens, parfois sans même le demander. Et ça a été une expérience qui, comme on dit, redonne foi en l'humanité. Tout ça pour dire que je remercie grandement Marc-Antoine Dano, Alex Tremblay-Lamarche et bien sûr Pierre Berthelot, l'invité de cet épisode. Monsieur Berthelot est diplômé en littérature et en histoire de l'Université de Montréal. Il donne des conférences en histoire du Québec et enseigne à l'Université du Troisième Âge de l'Université de Sherbrooke. Il a récemment publié un livre qui s'appelle « Duplessis est encore en vie » et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Pierre Berthelot. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, aujourd'hui, on parle d'une figure emblématique, mais aussi un peu tabou du Québec. Peut-être parce que c'est un personnage un peu sombre, on n'ose pas trop y aller, mais aujourd'hui, on se retrousse les manches parce que vous avez écrit un livre sur le sujet. Et justement, le titre de votre livre, c'est « Duplessis est encore en vie ». Pourquoi est-ce que vous avez donné ce titre à votre livre? Ah oui, ça c'est une bonne question. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être au parloir avec vous ici aujourd'hui. Euh, Maurice Duplessis, c'est quelqu'un qu'on aime bien détester dans l'histoire du Québec. Non sans raison, hein. On se souvient de Duplessis beaucoup pour des gestes controversés qu'il a posés, des grèves extrêmement violentes, hein, la répression des travailleurs, des intellectuels, une sorte de conservatisme un peu frelaté. C'est une figure qui fait peur, hein. Au début de mon livre, je parle de Duplessis comme étant notre point Godwin à nous au Québec, hein. Quand on compare un politicien ou quelqu'un à Duplessis, c'est le pire, la pire comparaison possible. Mais donc, pourquoi Duplessis est encore en vie? En fait, mon titre fait référence à un documentaire réalisé par Denis Arcand en 1972 qui s'intitulait Québec, Duplessis et après. Et donc, dans ce documentaire-là, vous pouvez l'écouter sur le site de l'ONF, le site web de l'ONF, c'est un documentaire donc qui couvre les événements de la campagne électorale de 1970 au Québec et qui trace des liens avec l'époque de Duplessis. Et dans la séquence d'ouverture du documentaire, on voyait le ministre de la Justice de l'époque, Rémi Paul, qui donc faisait campagne dans sa circonscription en Mauricie. Et dans la séquence, M. Paul était assis dans l'auditorium d'une école secondaire et il se préparait à aller donner un discours devant des partisans. Et donc, autour de lui, il y avait une série de personnages, des hommes, probablement des maires de village ou des conseillers municipaux qui étaient assis. Et M. Paul, au moment de se lever pour aller donner son discours, sort de sa poche une liasse de billets de banque et il se met à les distribuer aux gens assis à côté de lui. Et alors là, l'écran tournait au noir et c'était écrit « Duplessis est encore en vie ». Donc, mon titre vient de là. Mais est-ce que vous impliquez aussi qu'il y a encore des répercussions du moment où il était premier ministre? Est-ce qu'il y aurait encore des répercussions aujourd'hui sur notre histoire ou notre système politique? Tout à fait, tout à fait. Je vais prendre un exemple qui est absolument d'actualité. Dans la loi
de l'Assemblée nationale, le, le Conseil des ministres se tient en réunion le mercredi. Eh bien, ça, c'est une tradition qui remonte au moins au temps de Maurice Duplessis, qui était un homme qui était très croyant, mais qui avait une dévotion personnelle pour Saint Joseph, donc le père de la Sainte Famille dans la Bible. Et donc, le jour de la semaine qui était réservé traditionnellement à Saint Joseph dans le calendrier chrétien, c'est le mercredi. Donc, Duplessis réservait toutes ses décisions importantes au mercredi. Et il s'est établi une tradition, donc, au fil du temps, si bien que maintenant, les partis d'opposition présentent, par exemple, une motion sur un projet de loi le mercredi parce que c'est la même journée où le Conseil des ministres se tient. Donc, encore aujourd'hui, en 2021, c'est comme ça que ça se passe. C'est depuis Duplessis. OK. Mais on associe aussi Duplessis avec ce qu'on appelle la grande noirceur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on fait cette association? Oui, donc ça, c'est une question qui est très vaste, mais qui est très importante. Vous avez raison de la poser. Traditionnellement, on appelle la Grande Noirceur cette période de l'histoire du Québec qui est comprise entre environ 1945 et 1960. Il y en a certains qui vont la faire débuter un peu plus tôt, donc pendant la Grande Dépression. Il y en a même qui vont la faire débuter encore plus tôt, donc au 19e siècle, après la rébellion des Patriotes. Il y en a même qui remontent jusqu'à la conquête. Bref, il n'y a pas de consensus qui existe autour de la date de début. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle se termine avec l'élection du Parti libéral de Jean Lesage en juin 1960. Donc là-dessus, généralement, tout le monde s'entend. Pourquoi on parle d'une grande noirceur maintenant? C'est que la grande noirceur, d'abord, c'est une appellation qu'on a trouvée dans l'après-coup. Hein? Donc, c'est à partir des années 60 qu'on s'est mis à nommer la période de cette façon-là. Un peu comme le Moyen Âge. Hein? Il n'y a personne au Moyen Âge qui disait on vit au Moyen Âge. C'est à partir de la Renaissance et puis après qu'on s'est mis à nommer les périodes. Peut-être qu'aujourd'hui, dans 200 ans, on va nommer notre période le grand confinement. Hein? On ne sait pas. Mais donc, quand on parle de la grande noirceur, on parle d'une certaine idée du Québec qui est une société très conservatrice, très fermée sur elle-même, enfermée un peu dans ses traditions, retardataire, puis surtout bloquée. Hein, une société qui est bloquée, l'avenir est bloqué, puis elle est bloquée à tous les niveaux. Ça, je l'explique dans la première partie de mon livre, comment cette société-là était bloquée. On peut y aller sur 3 plans pour résumer. Donc, d'abord, sur le plan social, il faut se rappeler que les années 40 et 50, c'est des années où on observe un très grand conservatisme dans les sociétés, un très grand conformisme social. Donc, non seulement au Québec, mais au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne en particulier. On peut penser à Konrad Adenauer, qui est vraiment le symbole hein, de ce conservatisme d'après-guerre. Donc, autant ce conformisme-là était enseigné et même encouragé par les autorités, il était aussi en décalage de plus en plus avec la société, plus les années avançaient. Et il faut le dire aussi, ce conformisme-là venait avec un grand désir d'insouciance. Hein, on voulait vraiment profiter de la vie et de l'instant présent. Et donc, sur ce plan-là, la grande responsable du conformisme social, c'était l'Église catholique dans cette optique-là. Sur le plan économique, ensuite, après la guerre, le Québec a changé très vite et très rapidement. Il y a énormément d'industries qui sont apparues durant la guerre et par la suite. On a donc construit beaucoup d'usines, beaucoup de maisons, beaucoup de villes se sont densifiées, on a construit des nouvelles routes, des nouvelles écoles, des nouveaux commerces, etc. Mais malgré toutes ces transformations-là,
les Québécois restaient encore en situation d'infériorité dans leur propre société. Les grandes industries qui se développaient au Québec étaient possédées de façon écrasante par des entreprises étrangères, américaines, britanniques pour la plupart. Et dans ces entreprises, malgré donc les progrès matériels ambiants, euh, on s'appuyait beaucoup sur des emplois avec des petits salaires, des conditions précaires, des emplois mal considérés, mal payés. Et il y avait une très franche discrimination à l'égard des Canadiens français. On refusait de reconnaître les diplômes des Québécois, même les plus instruits, simplement parce qu'ils ne parlaient pas anglais ou qu'ils n'avaient pas été formés à des écoles de langue anglaise. Et parfois même s'ils avaient les diplômes, on les reléguait à des tâches un peu ingrates. Jacques Parizeau, par exemple, qui est revenu au Québec avec son doctorat en économie de la London School of Economics, va devoir commencer comme simple traducteur. Donc, il n'y a rien de mal dans la traduction, j'en fais moi-même, mais j'en fais moi-même un peu, mais disons que quand on a un doctorat de la London School of Economics, on aspire un peu à autre chose. Donc, les entreprises, comme elles étaient étrangères aussi, leurs grandes décisions se prenaient en anglais et se prenaient non pas à Montréal et à Québec, mais à Toronto, à Londres et à New York. Donc, les Québécois ne pouvaient pas participer aux décisions économiques majeures qui allaient affecter leur société le plus. Donc ça, c'est le deuxième blocage. Le troisième blocage que je verrais, bien sûr, là, ça nous ramène à Duplessis, c'est sur le plan politique. L'Union nationale, qui donc s'est maintenue au pouvoir de 1944 à 1960, suivait une philosophie très particulière, qui était la philosophie traditionnelle des gouvernements du Québec, qui était que lorsqu'un parti était au pouvoir, c'était son privilège, c'était son droit de donner à tout le gouvernement, à toute la fonction publique, la couleur de son parti. Et donc, ce qui faisait que lorsque l'Union nationale était au pouvoir, c'était uniquement des gens qui étaient dans les bonnes grâces de l'Union nationale, qui pouvaient occuper un emploi dans la fonction publique ou qui pouvaient avoir un service ou un contrat avec le gouvernement. Donc, du dernier employé, dernier commis de bureau jusqu'au directeur de la commission des liqueurs, c'était des gens qui avaient des liens privilégiés avec l'Union nationale. Donc, évidemment, ça créait toutes sortes d'injustices. On n'embauchait pas des gens sur la base de leurs compétences, mais sur la base de leur allégeance politique. Donc, ça, c'est vraiment le troisième grand blocage. Et puis, ben, le grand responsable de tout ça, bien sûr, c'était Maurice Duplessis. Donc, pour résumer cette très longue réponse, vous m'excuserez, Aucun problème. c'est que Maurice Duplessis en est venu à incarner tous ces blocages-là. Et donc, si on a associé Maurice Duplessis à une noirceur aussi grande, c'est qu'il a fini par incarner tous ces blocages qui ont fait si longtemps ombrage à ceux qui, un jour, allaient lui succéder. J'aimerais revenir à l'importance de l'Église au Québec dans ces années-là, parce que dans le reste du Canada, c'était un peu moins intense. On dirait qu'au Québec, c'était une ferveur un peu plus intense par rapport à la religion catholique. Comment est-ce que vous sauriez expliquer ce phénomène-là? Pourquoi c'était comme ça au Québec? Oui, l'Église catholique au Québec a joué un rôle très important, d'abord dans sa mission spirituelle, donc de maintenir les coutumes catholiques qui permettaient d'unir les Québécois de la Gaspésie jusqu'à l'Outaouais dans un espace commun et des aspirations communes. L'Église catholique, donc depuis 1867, avait non seulement un rôle spirituel à jouer, mais un rôle temporel. Donc, elle s'occupait pas seulement du sort des âmes des Québécoises et des Québécois,
mais elle s'occupait aussi de services à la population. Et parmi ces services-là, il y avait tous les services sociaux, les services de santé, l'éducation, pour ne nommer que ceux-là. Et donc, l'Église, à partir des années 30, va vraiment, même ça commençait dès les années 20, va vraiment jouer un rôle dans les aspects temporels de la société qui ne va aller qu'en grandissant. Ce qui va faire que l'Église va être responsable de secteurs entiers de la société et qui donc combinait les services avec une mission spirituelle, c'est-à-dire de faire rayonner la foi catholique en Amérique. Et les gouvernements qui étaient en place voulaient respecter, parce que c'était dans la tradition au Québec, voulaient respecter les droits qui étaient reconnus à l'Église, donc les droits, les droits revenaient en priorité à l'Église dans ces secteurs que j'ai nommés. Et donc, le gouvernement n'a pas voulu intervenir dans ces domaines-là pour protéger l'Église, ce qui a permis donc à la fois de se maintenir et de se perpétuer au fil du temps. Le problème, c'est que l'Église, tout en conservant la foi autant qu'elle pouvait, est devenue de plus en plus dépendante économiquement des gouvernements, donc du trésor public. Donc, la foi religieuse s'est beaucoup maintenue à travers des institutions de santé, à travers des institutions scolaires, par des structures qui, dans plusieurs cas, étaient complètement inadaptées aux besoins de la société québécoise. Dès les années 40, le Québec, c'était une société moderne euh, au, au niveau de sa culture, au niveau de son économie, au niveau de ses technologies. Le Québec était aussi moderne qu'ailleurs au Canada. Simplement, les structures de la société, elles, étaient devenues vétustes. Et donc, l'Église, comme la politique, est restée ferme dans ses convictions, dans le rôle qu'elle a dû jouer, ce qui a certainement contribué à entretenir la ferveur. Quelles étaient les valeurs de l'Union nationale? Quel type de promesses est-ce que ce parti avait envers son électorat? Ah oui. Donc, l'Union nationale est un parti politique fondé durant la Grande Dépression. À la base, l'Union nationale, c'était une coalition entre deux partis. Le Parti conservateur du Québec, dirigé par Maurice Duplessis, et l'Action libérale nationale, dirigée par Paul Gouin, qui était le fils de l'ancien premier ministre Lomer Gouin, donc un libéral, et qui était un parti, dans le fond, de nationalistes québécois réformistes qui suivait un programme de réforme qu'on appelait le programme de l'École sociale populaire de l'Église et qui donc proposait toutes sortes de mesures, notamment de nationaliser l'hydroélectricité, établir un crédit agricole. Il y avait une politique aussi de retour à la terre pour sortir les chômeurs des villes de leur misère, etc. Donc, des réformes très ambitieuses et qui avaient une optique de redonner une sorte de dignité nationale à travers ces projets-là. Donc, l'Union nationale, c'est une coalition de tous ces gens-là à la base. L'Union nationale, ensuite, est devenue vraiment un parti avec un seul chef, une seule organisation. Et c'est perpétué comme ça jusque dans les années, au tout début des années 80. Donc, l'Union nationale était d'abord un parti conservateur, avec les valeurs qu'on attribue au Parti conservateur. Donc, un parti qui met l'accent sur la liberté individuelle, la responsabilité individuelle, l'idée que chacun est libre de vivre la vie qu'il veut, mais que chacun reste aussi responsable de son propre sort, en fin de compte. C'est aussi un parti qui valorisait le travail, le sens de l'initiative, l'entrepreneurship, mais qui prônait aussi le respect de la tradition, le respect de l'ordre, le respect de l'autorité, hein, le curé, le policier, le patron, le père ou la mère de famille, etc. Mais ensuite, c'était un parti
nationaliste, autonomiste, donc un parti indépendant d'Ottawa, contrairement aux autres partis provinciaux qu'il y avait au Québec à cette époque et même dans les autres provinces. Et donc, qui avait pour raison d'être de défendre les intérêts du Québec au sein du Canada. Bref, l'Union nationale était un parti qui s'adressait d'abord à des gens de conditions assez modestes, mais qui aspiraient à un meilleur sort et qui voulaient se débrouiller par eux-mêmes. Donc, on retrouvait beaucoup de gens de métier, des agriculteurs, des bûcherons, des pêcheurs, quand même beaucoup d'ouvriers, des commerçants, des entrepreneurs, des administrateurs, et quand même une grande quantité de professionnels, donc des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, etc. C'est donc un parti qui reflétait une certaine image de la société, un certain imaginaire, si on veut, mais c'est surtout un parti qui reflétait les gens qui le composaient. Et bien ça, on pourrait en dire tout autant du Parti libéral ou du Bloc populaire ou de tous les autres partis qui ont existé. Et donc, c'était... je ne sais pas si ça répond à votre question, c'était Oui, oui, les grandes valeurs de l'Union nationale. c'est très bien répondu. Merci. Ouais. Euh, Dans votre livre, vous jugez pertinent de comparer Duplessis à d'autres premiers ministres de son époque pour avoir un portrait plus clair de Duplessis, pour mieux le situer dans la réalité de son temps. Avec qui l'avez-vous comparé et qu'est-ce qui en est ressorti? Ah oui, ça, je suis très content que vous le souligniez parce que euh, on a vraiment tendance à penser à Maurice Duplessis et puis au Québec des années 40 et 50 comme étant des choses qui vivaient un peu dans un univers séparé, dans une espèce de bulle intemporelle, séparée de tout. Mais pourtant, le Québec vivait, les Québécois étaient aussi sur la planète Terre, ils recevaient les mêmes nouvelles que tout le monde. Donc, c'est quand même important de resituer Duplessis dans son époque, non pas pour le réhabiliter, ni pour le condamner, mais pour essayer, dans la mesure du possible, de normaliser qui était Duplessis dans ce contexte-là. Donc, dans mon livre, en effet, j'ai relevé quelques cas de premiers ministres d'autres provinces du Canada que je jugeais intéressants et qui permettaient de faire justement des comparaisons avec Maurice Duplessis. Je vais donner 2 exemples seulement parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais le premier d'entre eux qui me vient en tête, c'est Ernest Manning. Donc Ernest Manning qui faisait partie du Crédit social, donc un parti qui a été fondé lui aussi durant les années 30 et qui donc c'était toute une philosophie de redistribution de la richesse, le Crédit social, et ça se voulait dans le fond une sorte de réponse encore une fois, avec des gens qui vivaient dans un milieu rural, des gens modestes, mais qui voulaient améliorer leurs conditions, mais c'est par l'initiative individuelle plutôt que par des approches collectives. Euh, et donc, toute la philosophie découlait de ces principes. Et donc, Ernest Manning était le chef de ce parti-là et donc va être porté au pouvoir durant les années 40, lui aussi. Et c'était un chef, donc, c'était le fils d'un prédicateur protestant, évangéliste, mais qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a réalisé que la plupart des réformes qu'il voulait appliquer euh, en Saskatchewan, donc, où il était premier ministre, il ne pouvait pas les appliquer dans le cadre fédéral. Il aurait fallu changer la Constitution du Canada. Et donc, lorsqu'il a réalisé ça, eh bien, Ernest Manning a renié la plus grande partie de son programme et il a transformé son parti du Crédit social en une espèce de parti, je dirais, populiste, mais un peu autonomiste sur certains aspects, pour sa province. Et Ernest Manning, donc, qui est arrivé
au pouvoir, donc après que Duplessis soit déjà en politique active. Duplessis était déjà là avant les années 40. Mais M. Manning est resté au pouvoir pendant 25 ans. Il est resté jusque dans les années 60. Donc, c'est un très long règne que M. Manning. C'est d'ailleurs sous son règne qu'on a découvert des champs de pétrole en Saskatchewan, en Alberta. Et donc, on s'est mis à développer à développer cette industrie-là. On a beaucoup développé les coopératives d'électricité. Il a fallu un référendum et ça a été rejeté. On a refusé de nationaliser l'électricité dans la province et donc c'est les coopératives d'électricité qui ont dû s'en charger. Même que sous Duplessis, la distribution d'électricité par des coopératives s'est fait plus rapidement que chez Ernest Manning. Donc, c'est quand même un point intéressant à relever. Un autre personnage qui a été là beaucoup moins longtemps, mais qui se compare quand même à Duplessis, c'est un des premiers ministres de l'Ontario, le colonel George Drew. Donc, lui aussi avocat de formation, comme Duplessis, mais donc George Drew, qui était un militaire, lui avait une sorte de chauvinisme canado-anglais caché sous des allures de conservatisme bon teint, mais qui aimait beaucoup taper sur les catholiques, taper sur les francophones. D'ailleurs, lorsque le premier ministre Mackenzie King, dans les années 40, a voulu créer un système d'allocation familiale, le colonel George Drew avait insulté le programme en disant que c'était un programme de French Canadian Baby Bonus. Donc ça va le suivre le reste de sa vie, pour dire que c'était seulement pour encourager les femmes à avoir plus de bébés, les femmes au Québec. C'était très méprisant. Mais donc, c'était le même type d'homme qui ne tolérait pas la contradiction, qui était donc d'un conservatisme bien bourgeois, bien libéral, et qui aussi s'est fait accuser, lui aussi, d'avoir une police politisée qu'il utilisait donc pour espionner sur ses adversaires. Il y a même une commission d'enquête, la commission Lebel, donc dans les années 40, qui va enquêter sur lui, mais qui va ne trouver aucune preuve pour incriminer le colonel Drew. Mais donc, aussi, le colonel Drew, qui donc était un conservateur, lui aussi appuyé par une machine électorale à tout casser, la Big Blue Machine ontarienne. Donc, ça, on n'en parle jamais au Québec, mais donc la terrible machine électorale de l'Union nationale et sa corruption, eh bien, elle avait des équivalents ailleurs. Mm-hmm. Donc, oui, les valeurs conservatrices étaient vraiment dans l'air du temps à l'époque. C'est bien de situer Duplessis, oui. Et vous consacrez aussi un chapitre complet dans votre livre sur le patronage, c'est-à-dire des pratiques de favoritisme qui étaient très courantes au sein de l'Union nationale. Vous dites qu'à partir de 1944, il y avait un véritable trafic d'influence en place. Quelles étaient ces pratiques et dans quelle mesure est-ce qu'elles étaient frauduleuses? Oui, ça c'est un sujet très important. Parce qu'on a un peu tendance à s'imaginer que l'Union nationale a pratiquement tout inventé en matière de corruption puis de patronage, ce qui est du trafic d'influence en fait, mais couramment on dit du patronage. On a tendance à s'imaginer que c'est uniquement à cause de ce patronage que l'Union nationale s'est maintenue au pouvoir pendant toutes ces années. Puis qu'après 1960, magiquement, le Québec se serait réveillé. Donc, il faut y aller dans l'ordre. Ce qu'on appelle patronage ou trafic d'influence, c'est le fait qu'un parti politique au pouvoir se permette de prendre des décisions ou de poser des gestes en profitant de sa position pour d'abord protéger ou favoriser
ses intérêts partisans avant l'intérêt public. Donc, c'est une forme d'injustice parce que ça corrompt le principe démocratique qui est que un parti, une fois élu, n'est pas seulement le parti le parti qui forme un gouvernement, ne reste pas le gouvernement que d'un seul parti, il est le gouvernement de toute la population, y compris les gens qui n'ont pas voté pour lui. Dans le cas de l'Union nationale, effectivement, à partir de 1944, a utilisé tout un ensemble de méthodes pour veiller à ce que l'intérêt public soit servi dans une mesure, oui, mais sans jamais perdre de vue les gains à faire pour le parti et toujours en pensant aux gens qui étaient jugés utiles pour l'Union nationale et pour sa réélection, et donc pour maintenir le système de corruption en place, le système de patronage. Par exemple, dans chaque circonscription, l'Union nationale avait donc des sympathisants, des organisations, mais qui n'étaient actifs que durant les périodes électorales, donc qui ne faisaient pas d'autres activités que en temps d'élection. Mais ces personnes-là, en fait, avaient le rôle de recruter des gens qui avaient des activités professionnelles dans chaque région, qui avaient soit une certaine importance ou qui avaient un certain succès, et qui permettaient d'entrer en contact avec un grand nombre de personnes. Donc, ça veut dire qu'on ciblait particulièrement des avocats, des médecins, des notaires, des commerçants, des entrepreneurs, mais aussi des chefs syndicaux, des maires, des échevins. Donc, tout ce qu'on pourrait appeler des notables. Et donc, surtout dans les régions rurales, mais dans les villes aussi, il y avait énormément de sympathisants. Le fait de cibler ces personnes-là en particulier pouvait se traduire pour le parti en des segments complets de l'électorat qui allaient basculer en faveur de l'Union nationale. Donc, le fait de recruter un maire de village pouvait faire que le village allait être plus réceptif aux politiques de l'Union nationale et donc allait augmenter le vote. Ça pouvait aussi se traduire par des montants d'argent plus importants qui allaient être donnés à la caisse électorale du parti. Ça pouvait aussi se traduire en une forme de liste de gens de confiance que l'Union nationale pouvait utiliser pour avoir recours à des services, à des gens qui étaient fiables parce qu'ils étaient tous liés par leur allégeance au parti. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça pouvait faire? Je vais donner un exemple très simple. Pour des avocats ou des notaires, par exemple, qui étaient reconnus pour leur allégeance à l'Union nationale, eh bien, en échange de leurs services, ils pouvaient se faire nommer à des postes qui étaient très bien rémunérés, ils pouvaient se faire nommer à des conseils d'administration ou à des départements du gouvernement, ce qui permettait, dans un temps, d'améliorer leur situation matérielle, financière, mais aussi de faire profiter le parti de leur talent. Donc, et ça, c'était à tous les niveaux, y compris pour des simples agriculteurs, des gens qui étaient dans le clergé aussi, etc. Et donc, ça donnait à l'Union nationale une base stable d'appui financier, mais de vote également. Ce qui est donc difficile à saisir, c'est l'ampleur de ce système-là et je dirais toute la complexité de son fonctionnement intérieur. Parce que dans un système discrétionnaire, donc tout est basé sur le secret ou sur le quiproquo ou sur des ententes informelles. Donc, il ne reste que très peu de traces de ce type de système-là, ce qui fait que c'est extrêmement difficile d'en sortir une analyse systématique. Au mieux, on peut avoir des études de cas, donc des anecdotes, un peu comme ce que je nommais avec les avocats ou les notaires. Mais donc, c'est un système qui était tellement vaste qu'il en devenait insaisissable. Puis aussi, ça rendait
le système extrêmement perfectionné et extrêmement alléchant, parce que si on voulait avoir un service, si on voulait avoir un contrat avec le gouvernement, eh bien, il fallait accepter de se plier au système et il fallait accepter de fermer les yeux sur un certain nombre de choses, ce qui a rendu le système extrêmement difficile à démanteler à partir des années 60. Il y a une chose que j'aimerais souligner pour terminer là-dessus, c'est que, comme on a parlé justement tout à l'heure des comparaisons avec d'autres provinces, d'autres premiers ministres, on a très bien connu durant les années 60 avec une commission d'enquête qui s'appelait la commission Salvas, qui a cherché à révéler au grand jour l'étendue de la corruption sous l'Union nationale, qui finalement a relevé très peu de cas, malgré qu'il y en a bien eu, hein, il faut pas se leurrer, il y a eu beaucoup de corruption tout de même. Mais on a tendance à oublier qu'il y avait en Ontario une autre machine électorale très redoutable que j'ai nommée tout à l'heure, qui s'appelait la Big Blue Machine et qui a alimenté la domination du Parti conservateur de l'Ontario pendant 40 ans. 40 ans, ça c'est plus que le double du règne de Duplessis. Donc, et pourtant, avec cette machine électorale-là, le règne oscillant du Parti conservateur, en Ontario, jamais il nous viendrait à l'esprit de dire que les Ontariens ont moins l'esprit démocratique que les Québécois. C'est tout de même étonnant, non? Oui, notre démocratie avait certainement plusieurs failles à l'époque. Aujourd'hui, notre système n'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que dans ces années-là. Ah oui, à chaque époque, ses difficultés, puis à chaque époque, sa richesse aussi. Mhm. Mais fait intéressant, pour revenir au favoritisme de Duplessis, en fait, il s'en cachait pas, hein. Il le disait, en fait, il était très transparent à ce niveau-là. Et j'ai lu qu'il aurait été cité à dire « Si vous voulez une école, un hôpital ou un pont, demandez-le-moi le jour de l'élection. » Donc, au moins, il était transparent pour ça. Oui, il y avait au moins ce mérite-là. Oui, mais c'était vraiment dans la culture de l'époque. C'est peut-être ce qui est le plus difficile à concevoir aujourd'hui. Mais c'était tout aussi difficile à concevoir à l'époque qu'un jour la société pourrait fonctionner autrement qu'avec la politisation, le fait que tous les emplois, toutes les décisions publiques dépendent à ce point des bons liens, des bons liens des citoyens ou des gens qui voulaient réaliser des choses avec le parti au pouvoir. Donc, heureusement que les successeurs de Duplessis ont eu le courage de faire le ménage là-dedans, notamment avec le Parti québécois dans les années 70, avec la loi sur la réforme du financement des partis politiques. Ça, c'était une loi capitale pour changer les façons de faire à ce niveau-là. Mhm. Alors voilà, c'est tout de mon côté. Je vous remercie énormément, Monsieur Berthelot, d'avoir contribué à l'exploration de notre histoire au Québec à travers ce personnage très important. Je vous remercie beaucoup. Merci.